Eh bien, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci pour votre présence. Vous êtes apparemment nombreux, vous êtes montrés intéressés pour cette présentation. Je tenais aussi à remercier l'organisation du Web Today d'avoir accepté mon sujet et de me donner l'opportunité de faire ma première conférence sur un thème qui me tient à cœur, à savoir le machine learning. Donc je pense que vous l'avez compris, les 20 prochaines minutes, nous allons parler de deep learning. J'axerai mon propos sur comment le rendre accessible à un plus grand nombre. À un plus grand nombre d'entreprises ou de startups qui n'ont pas forcément des budgets illimités, à un plus grand nombre de développeurs qui pensent ne pas avoir des compétences nécessaires pour traiter ce sujet, à un plus grand nombre de projets en facilitant son intégration dans une application web par exemple. Alors, tout d'abord, une petite présentation s'impose. Je commence avec l'entreprise dans laquelle je travaille, Hippon Technologies. Alors, nous accompagnons nos clients du discovery au delivery dans les domaines data, cloud, web et mobile. Nous sommes un accélérateur de projets innovants. Nous sommes présents à Nantes, bien sûr, mais également à Lyon, Bordeaux et Paris. Et à l'international, je peux citer les États-Unis et l'Australie, entre autres. En ce qui me concerne, j'interviens chez Hippon Technologies sur les sujets dev et data, donc dev web. Et j'ai une formation plutôt orientée data science. Je suis passionné et je m'intéresse à plein de choses dans l'informatique et en dehors. Il m'est déjà arrivé de contribuer à quelques projets open source et d'ailleurs en passant récemment j'ai intégré Naonedia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un collectif nantais dédié à l'intelligence artificielle qui a été créé ici même il y a un an lors de la précédente édition du Web Today. Alors, passons maintenant à ce pourquoi vous êtes revenus. Pour commencer, je vais faire quelques rappels très simples sur le deep learning, ses avantages, ses limites. Donc, quand on dit deep learning, on pense généralement à réseau de neurones. En voici un. Le but de ce réseau de neurones pourrait être de, par exemple, classer des individus dans 3 catégories différentes, ou des classes. Un neurone, ici représenté par un rond blanc, est un objet élémentaire qui applique bêtement une fonction sur une entrée pour fournir un résultat en sortie. Et lorsque la sortie d'un neurone va vers l'entrée d'un autre, on a un lien qu'on appelle une synapse. Ces synapses ont chacune une valeur qui permet de pondérer la sortie d'un neurone. Et le processus d'apprentissage consiste à ajuster les valeurs de chaque synapse pour qu'en sortie, un réseau de neurones donne un résultat le plus proche possible de la réalité. On organise généralement les réseaux de neurones en couches. Ici, on a par exemple 3 couches. La couche d'entrée va prendre en paramètre les variables qui décrivent les objets qu'on veut traiter. Donc, par exemple, ici, si on traite des individus, il va y avoir comme variable l'âge, le poids, la taille, etc. Et la dernière couche, la couche de sortie, va nous donner des probabilités concernant chaque individu pour qu'il appartienne à telle classe. Et c'est la probabilité la plus haute qui l'emporte. Voilà. Alors, il faut savoir que les premiers modèles théoriques des réseaux de neurones datent des années 1950, donc c'est quand même assez ancien, même si c'est assez à la mode en ce moment. Dans la suite de la présentation, j'emploierai indifféremment les mots modèle ou réseau de neurones, sont des synonymes, ça veut dire exactement la même chose. Alors, le deep learning possède de nombreux avantages, parmi lesquels les réseaux de neurones sont souvent plus efficaces que les algorithmes plus traditionnels de machine learning lorsqu'on leur donne plus de données. Ils sont aussi capables de facilement traiter des données brutes. Donc par données brutes, on entend des images, des vidéos, de l'audio. C'est pour ça qu'on utilise pas mal de réseaux de neurones pour tout ce qui est reconnaissance dans des images, ce genre de choses. Et
Donc je l'ai dit, les premières théories sur les réseaux de neurones sont assez anciennes, mais comme ce sont des algorithmes qui demandent pas mal de puissance de calcul, ils profitent pleinement de la montée en puissance des ordinateurs. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, bien sûr, il y a les revers de la médaille. Ce sont donc des modèles complexes. Il faut donc souvent des compétences spécifiques pour savoir développer des réseaux de neurones. Et les profils qui ont ce genre de compétences ne sont pas forcément faciles à trouver. Ensuite, développer un réseau de neurones de A à Z, c'est long. Ça demande du temps, et le temps, c'est de l'argent. Pour qu'un réseau de neurones devienne bien plus efficace que d'autres algorithmes de machine learning, je l'ai dit tout à l'heure, il leur faut beaucoup de données. Or, on n'a pas forcément toujours beaucoup de données, soit parce que cette donnée elle est chère à obtenir, soit parce que c'est impossible de l'avoir. Enfin, ils sont gourmands en ressources de calcul. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Et puis, pour finir, il y a un aspect boîte noire, c'est-à-dire que c'est compliqué de regarder dans un réseau de neurones pour voir comment il fait pour résoudre un problème. Parfois, ils font très bien leur travail, mais on a du mal à savoir comment. Et ça peut être problématique dans certains cas. Imaginons une banque qui utilise un réseau de neurones pour dire si oui ou non tel client a droit à un prêt. La banque, il faut que derrière elle puisse expliquer pourquoi elle refuse un client. Alors, du coup, rassurez-vous, si vous êtes une jeune entreprise avec peu de moyens, ou si vous êtes un développeur qui a envie de faire du deep learning, mais comme ça vous trouvez ça compliqué, il existe une approche appelée transfer learning, ou en français apprentissage par transfert, qui permet de contourner beaucoup des difficultés que j'ai citées précédemment. Alors, parmi les avantages du transfer learning, il y a la réutilisation de modèles existants. C'est-à-dire qu'en fait, le transfer learning se base sur la réutilisation de réseaux de neurones qui ont déjà été développés, qui existent déjà pour d'autres problèmes, et on va les réutiliser en les adaptant pour un problème légèrement différent. Ainsi, si on a par exemple travaillé sur un modèle très performant, il nous a pris du temps, on a dépensé de l'argent pour ça, on va pouvoir capitaliser dessus pour faire d'autres projets. Sinon, il y a la réutilisation d'expertise, c'est-à-dire qu'en fait, il existe des réseaux de neurones open source, accessibles publiquement, chacun peut les utiliser gratuitement comme ils veulent. Souvent, ils ont été faits par des entreprises comme Google, qui sont assez forts dans ce domaine. Et on va profiter du coup de l'expertise de Google. Enfin, le temps de développement est accéléré, puisqu'on va éviter de se frotter à des aspects purement data science pour plus travailler sur les problèmes métiers. Et j'expliquerai pourquoi il demande moins de données et du coup cela permet d'économiser de la ressource. Donc, le principe du transfer learning. Pour mieux illustrer mon propos, je vais contextualiser avec un cas réel sur lequel nous avons eu à travailler à Hippon Technologies. Donc, un de nos clients dans l'assurance envoie de nombreux experts sur le terrain pour faire des devis concernant des véhicules. Donc, ils prennent énormément de photos pour estimer ensuite les dégâts et le coût des réparations. Et du coup, ça devenait compliqué de classer ces photos après coup, car il y en a trop. Du coup, le client nous a demandé de voir s'il ne serait pas possible de classer à la volée automatiquement ces photos. Donc, seulement il y avait deux problèmes. C'est que déjà, le client avait peu de données à nous fournir, environ 20 photos par catégorie, c'est pas beaucoup, surtout pour du deep learning. Et pas non plus dans l'immédiat énormément de budget. Du coup, on a décidé de partir sur du transfer learning. Donc pour ce faire, on a pris un modèle qui existe déjà, qui a été développé par Google,
qui est capable de classer des images dans 1000 catégories différentes, les catégories qu'on rencontre dans la vie courante. Et il est très fort à ça, pas de problème. Seulement, nous, ce qu'on veut, c'est pas classer dans 1000 catégories différentes, mais dans quelques catégories bien définies et bien spécifiques à notre problème. Par exemple, des catégories qui ne sont pas présentes dans le modèle que nous avons téléchargé. Du coup, le problème, c'est que, en l'état, notre réseau de neurones n'est pas utilisable. Donc, à partir de là, on avait deux solutions. Ou on arrête le projet, on dit au client qu'on abandonne, et on va prendre une bière. Ou on triture ce réseau de neurones pour l'adapter à notre problème. Donc, nous, vous l'aurez compris, ce qu'on a choisi de faire, c'est aller prendre une bière, mais après avoir adapté notre réseau de neurones. Comment ça marche? Alors, il faut savoir que sur de tels réseaux de neurones, chaque couche a un objectif bien défini. Certaines ont pour but de détecter les motifs, les formes, les patterns dans les images. Et d'autres, situées vers la fin, ont pour but, à partir des patterns qui ont été détectés, de prédire à quelle catégorie appartient une image. Et c'est ces dernières couches qui sont trop trop spécifiques. Parce que, par exemple, dans le cas du réseau de neurones que nous avons voulu réutiliser, elles sont faites pour prédire dans 1000 classes. Du coup, on va couper le réseau de neurones, on garde que ce qui nous intéresse, qui marche déjà très bien, c'est-à-dire détecter les formes dans les images, et on jette le reste. Et on va remplacer la fin par un autre réseau de neurones que là, nous, on construit, qui est bien plus simple, bien plus petit, qui va prendre en entrée la sortie du précédent réseau de neurones qui a été tronqué, et qui, en sortie, va prédire seulement sur les classes dont nous avons besoin. Je crois que c'est tout. Alors. Pardon. Alors, voici le résultat d'un POC d'un peu moins de 2 semaines. Donc, en fait, on est descendu dans un autre parking et on a filmé les voitures pour voir si on arrivait à prédire les parties qu'on filmait avec le modèle que nous avions fait grâce à du transfer learning. Du coup, ça me fait penser au passage. Je m'excuse par avance pour mon directeur d'agence parce que j'ai oublié de flouter la plaque d'immatriculation. Désolé, Antoine. Alors, du coup, on va regarder la vidéo. Donc, en bas, on a la catégorie qui est prédite par le réseau de neurones. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien, et je rappelle qu'on a fait ça avec seulement 20 images par catégorie. Voilà. Donc dans la suite de cette conf, je vais expliquer comment mettre des neurones dans son navigateur. Alors en fait, ce que je veux dire par là, je vais expliquer comment déployer un modèle de machine learning directement dans le navigateur d'un utilisateur et de faire les calculs dedans. Et donc toujours dans un souci de démocratisation du deep learning, on va utiliser pour cela du JavaScript. Donc en fait, toucher un public plus large que seulement les développeurs qui seraient forts en Python ou en R. Pour ce faire, je vais d'abord parler du framework à utiliser, à savoir TensorFlow.js. Alors, petit sondage, est-ce que certains ici ont déjà fait du TensorFlow? Ouais, et du TensorFlow.js? Un peu quand même. Bah alors déjà, faut savoir que la version 1.0, elle est sortie en mars 2019, donc c'est vraiment tout récent. Donc c'est un framework de machine learning en JavaScript. C'est un projet porté par Google. Ça permet de faire du machine learning côté client, donc dans le navigateur par exemple de l'utilisateur, ou côté serveur, avec du Node. Pour ceux qui connaissent un peu, une des forces de TensorFlow, c'est que ça permet de faire du calcul sur la carte graphique, le GPU.
TensorFlow.js permet de le faire aussi grâce à l'API WebGL, qui est une API native dans la plupart des navigateurs. Alors, les avantages de cette approche, déjà, un déploiement facile. On a juste à télécharger le modèle ou à la construire sur place dans notre code JavaScript à l'aide de TensorFlow. Il n'y a pas d'installation requise, ça va marcher tout de suite grâce à l'API WebGL. Il n'y a pas de serveur de calcul à entretenir. Ensuite, on est proche des capteurs de l'utilisateur, appareil photo, microphone, etc. Du coup, il n'y a pas de transmission de données. Et enfin, vie privée, il y a pas mal d'entreprises qui sont sensibles à l'aspect vie privée, etc. Il y a aussi des utilisateurs. Donc là, on peut très bien soit ne rien stocker, soit stocker que sur le navigateur de l'utilisateur en local. Mais là, du coup, tout à l'heure, j'ai dit que les réseaux de neurones, c'était complexe, ça demandait beaucoup de ressources de calcul, donc est-ce que ça ne va pas être trop lourd pour l'utilisateur de faire ça sur son poste, d'autant que la plupart des utilisateurs n'ont pas une machine de guerre. Il est tout à fait possible de mixer Transfer Learning et TensorFlow.js. Et pour ce faire, je résume ici le processus. Donc la première étape, c'est tout simplement de télécharger le modèle ou de le construire. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on l'a téléchargé, ce serait juste de le sauvegarder sur place pour éviter d'avoir à le retélécharger une deuxième fois, parce que certains modèles peuvent être assez lourds. Ensuite, on le tronque, on le coupe, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vient ensuite l'étape de collecte des données d'apprentissage. Alors ça, c'est par exemple via la webcam de l'utilisateur. Ensuite, on construit notre modèle à nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour le transfer learning. On fait un apprentissage. Et puis, ce pourquoi on a fait tout le reste, on va pouvoir passer à la prédiction. Alors, du coup, j'aurais préféré faire une démo ici, mais c'était pas forcément optimal. Du coup, j'ai préféré faire une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Donc en fait, je me suis inspiré d'un jeu JavaScript qui existait déjà, qui permettait juste de conduire une voiture de course. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement enlevé la commande au clavier et j'ai remplacé ça par un contrôle via la webcam. Donc en gros, j'ai recréé ma propre Kinect. Donc on va regarder la vidéo pour voir ce que ça peut donner. Donc première étape, j'arrive sur la page, je télécharge le modèle, le tronc, tout ça c'est transparent pour l'utilisateur. Je donne des exemples, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a marqué left exemple, right exemple, etc. Je dis que quand je tournais la tête à droite, je veux que ma voiture aille à droite. Donc ça c'est prendre des données d'apprentissage. Je fais learn, donc je demande à mon réseau de neurones d'apprendre. Donc en quelques secondes il a appris. Donc ce qui est bien avec... Alors on va revenir un peu en arrière, voilà. Ce qui est bien avec TensorFlow.js, c'est qu'ils ont également prévu une petite API de DataVis, donc on peut voir l'évolution de mon modèle pendant la phase d'apprentissage. Les courbes là représentent l'erreur. L'erreur, normalement, elle doit baisser. C'est-à-dire que quand tu fais peu d'erreurs, ça veut dire que c'est de bonne qualité. Du coup, là, je vois que je fais beaucoup d'erreurs, donc j'ai modifié quelques paramètres d'initialisation, et là, je vois que l'apprentissage se passe bien. Donc cette partie DataVis, elle est pratique, par exemple, quand on teste. Après, on peut l'enlever quand on met ça en production. Et j'ai plus qu'à lancer le jeu pour faire la prédiction, et on voit que quand je tourne la tête à droite, je vais à droite, et quand je tourne la tête à gauche, je vais à gauche. Alors là, j'ai fourni que 2 photos par catégorie, soit 6 photos. Et avec seulement 6 photos, j'arrive à classer des images. Tout ça grâce au transfer learning. Alors, on va passer à la suite. Alors, voilà. Donc, en conclusion, puisqu'il est temps de conclure. Donc, tout d'abord, le transfer learning est une approche intéressante, puisqu'elle permet de contourner pas mal de difficultés inhérentes au deep learning ou au machine learning.
ce qui nous permet de faire des économies. On peut réutiliser des modèles disponibles publiquement. Ça peut constituer également une bonne initiation à ceux qui veulent se frotter un peu au machine learning. Quelque chose que j'ai pas écrit, par exemple, ça peut permettre de poker très rapidement. Et alors, par contre, il y a toujours l'aspect boîte noire, ça, c'est toujours là. C'est pas le fait de mettre du transfer learning qui permet de mieux expliquer comment faire un réseau de neurones. Et pour l'aspect TensorFlow.js, alors ça permet de toucher la communauté JavaScript, de faire de l'offline machine learning, c'est-à-dire dans le navigateur d'utilisateur plus facilement. Et par contre, le revers de la médaille, c'est que les performances de calcul sont sont inférieures. Les calculs se font moins rapidement. Voilà. Alors, pour aller plus loin, ceux qui le souhaitent, j'ai mis quelques liens vers des ressources. Et également un lien vers le jeu que j'ai fait. Le code, il est open source. Vous pouvez regarder comment c'est fait ou vous en inspirer, il n'y a pas de problème. C'est la fin de cette présentation. Donc, merci à tous pour votre attention.